L'année qui va apparaître. Ah, voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, on est réunis cet après-midi. J'espère qu'il reste quelques personnes devant leur ordinateur parce qu'il fait très, très beau dehors. On a la grande chance d'avoir Valérie Pisano cet après-midi. Est-ce qu'on dit Pisano ou Pisano? Les deux marchent. Les deux marchent. C'est pratique, ça. C'est vraiment pratique. Donc, on a Valérie avec nous, qui est la présidente du MILA, donc l'Institut québécois d'intelligence artificielle. En toute transparence, on travaille avec le MILA, donc c'est nos amis, c'est nos clients. Donc, je préfère le dire parce que c'est plus fair de le dire et transparent. Mais on est ici pour parler justement de l'intelligence artificielle dans le contexte d'une crise sanitaire comme celle qu'on vit actuellement. Puis Valérie, tu as dû avoir une grosse semaine, ça se peut-tu? Oui, une très grosse semaine. Très grosse semaine. Très riche, mais très grosse, oui. Là, tu me disais d'ailleurs, puis là, c'est un apéro, cette affaire-là. Fait que là, le but, c'est quand même que tu te détendes un petit peu, premièrement. Donc, là, tu me disais que tu allais peut-être caler pour un drink. Moi, je vais m'en ouvrir un. OK, Puis, c'est bon. on va faire un chin à un moment donné dans cette histoire-là, parce que c'est un apéro, cette affaire-là. Parfait. Puis, on n'est pas ici pour faire de la complaisance, puis on n'est pas ici pour faire de la destruction. Pour moi, parce que je sens que c'est ça qui se passe un peu, là. Tu sais, c'est très polarisé, là, finalement, ce qui se déroule actuellement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est polarisé. Puis, moi, ce que j'aimerais mon souhait là, pour cette heure ou cette demi-heure ou cette quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est vraiment d'essayer de trouver des façons pour que, comme société, on trouve une manière que que ça marche, cette affaire-là, puis que la technologie, l'intelligence artificielle puisse être mis au service des citoyens, de la santé, du gouvernement, pour qu'on ait une meilleure qualité de vie dans un contexte qui est acceptable pour plein d'experts autour qui ont une opinion là-dessus. Fait que s'il y a des experts parmi nous, s'il y a des experts, des gens spécialisés dans la vie privée, des gens qui ont des grosses opinions, on est ici pour brainstormer, pour trouver une façon collectivement que ça marche. Parce que moi, ça me fait penser cette histoire-là quand je vais à l'hôpital puis je veux parler à un médecin puis je dois envoyer un fax pour parler à un médecin. Puis que quand j'arrive à l'hôpital, puis je suis finalement devant ce médecin-là, puis qu'il prend des notes sur un board en carton, en bois, avec un papier, puis je me dis que c'est probablement une des personnes que la société, ça a coûté le plus cher à former, puis on lui donne un bout de bois là, pour travailler, je me dis que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est un échec comme société, notre utilisation de la technologie dans le monde de la santé. Puis vous autres, en ce moment, vous essayez de faire quelque chose. Vous Oui, essayez... puis Jean-François, je te coupe parce qu'il y a quelque chose Vas-y, que tu donc, dit ben, il y a quelque chose que tu dit qui me tient à cœur. Tu sais, Vas-y donc. on va se dire les vraies choses. On n'était pas obligé d'aller à Tout le monde en parle, puis on n'est pas obligé de faire plein d'entrevues. Il y avait une autre stratégie de communication ici qui était d'attendre qu'un gouvernement choisisse officiellement une app, à ce moment-là, de faire une conférence de presse, puis de présenter la technologie. Puis c'était un choix très conscient qu'on a fait, toute l'équipe, mais entre autres, Yoshua et moi, de dire non, ça prend du débat, ça prend de la discussion. C'est une question complexe, autant au niveau technologique qu'au niveau de la vie privée, qu'au niveau collectif démocratique. Fait que c'est nous qui avons fait le choix. Puis en passant, il y en a d'autres apps. Puis les autres apps, là, vous les voyez pas parce qu'ils font leur développement en cachette. Mais pas en cachette au sens négatif, mais ils font leur truc. Puis la journée que l'app va peut-être être disponible, ils vont la présenter. Nous, on voulait pas faire ça. On voulait, je vais dire, faire un certain niveau de co-création ou en tout cas s'assurer que le débat et la discussion commençait en amont de la journée où on allait vraiment avoir la possibilité de peut-être, si on choisit, l'avoir sur notre téléphone. Fait que ce que tu proposes pour la prochaine heure, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que j'espère qu'on vous démontre depuis, en tout cas au moins depuis dimanche dernier. C'est un choix volontaire là, de faire ça parce qu'on pense que les gens ont besoin d'avoir ces discussions-là, puis les débats, puis les articles dans le journal, puis les sondages, j'aime pas, je veux pas. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va avoir à se poser cette question-là. Je pense que c'est correct qu'on prenne une couple de semaines pour en jaser. C'est sain. Puis tu sais, en plus, quand tu y penses, puis je regarde, je vois des gens qui se plaignent un petit peu, là. Tu sais, tu le sais, là, ceux qui te font du pushback, puis tout ça. Mais ils viennent beaucoup, c'est beaucoup des gens du domaine des technologies, ou de la vie privée, tout ça, mais c'est un monde où la technologie à code source ouvert, la communauté, le développement en communauté, c'est une des philosophies. Puis je trouve qu'il y en a qui appliquent peut-être moins la philosophie qu'ils appliquent souvent dans le développement, dans le cadre de ça, puis je trouve que c'est un peu plate. Ceci dit, je pense qu'il y a des zones, peut-être, vous pouvez vous améliorer vous autres aussi, puis on va en discuter tantôt. Parfait.
Fait qu'en tout cas, Valérie, premièrement, merci d'être là, de prendre un peu de temps avec nous parce que je sais que c'est quand même quelque chose je sais que tu n'as pas beaucoup de temps puis que c'est une grosse semaine. Mais pour moi, c'est important qu'on puisse utiliser la technologie dans ce contexte-là qui est grave puis qui nous empêche vraiment de vivre. Puis j'aimerais ça qu'on puisse utiliser la technologie pour justement sortir plus rapidement de ça. Une des choses que je pense que vous pouvez améliorer, puis c'est ça que j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, puis tu me l'as répondu un petit peu tantôt, c'est, je t'ai dit le Mila. Moi, je connais un peu le Mila, puis je suis dans ce monde-là, mais je connais pas tant le Mila. Fait que je me dis que d'autres personnes connaissent peut-être encore moins le Mila. J'aimerais ça que tu nous parles juste du Mila pendant une couple de minutes, juste nous dire c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi les intérêts du Mila dans cette situation-là? Pourquoi le Mila a décidé de faire ça? Est-ce qu'ils font ça pour l'argent ou c'est des chercheurs? Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. Okay. Je pense que ça pourrait donner, tu sais, expliquer qui est derrière, puis le money flow dans une situation, ça permet souvent de comprendre un petit peu mieux. Ah, je comprends. Ben oui. Écoutez, Mila existe depuis 2 ans dans sa version actuelle. C'est un organisme à but non lucratif. C'est un institut de recherche. On est 500 personnes. Dans ça, il y a à peu près 60 employés. La majorité, donc 400 plus, c'est des professeurs puis des chercheurs en intelligence artificielle, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis la mission de Mila, c'est d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation, un peu comme tu disais, et l'essor de l'IA, mais dans notre mission, on précise au bénéfice de tous. Au bénéfice de tous, autant au niveau de la question éthique, socialement responsable de l'IA, qu'au bénéfice de tous au sens de ce que l'IA peut nous apporter comme piste de solution par rapport à des problématiques importantes qu'on vit. Nos profs, nos chercheurs viennent surtout de l'Université Montréal, l'Université McGill. Puis, Mila est financé à toute fin pratique par 3 grandes sources. Le plus important, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Le deuxième, c'est le gouvernement fédéral via le programme CIFAR et la stratégie pan-canadienne d'intelligence artificielle. Donc, on a 2 autres instituts, là, un à Toronto, un en Alberta. On fait partie d'un programme global là, ou canadien. Puis la troisième partie, qui est de loin la plus petite, on a des partenaires privés qui s'intéressent à nos travaux de recherche puis qui financent l'écosystème qu'on a créé. Puis ça, vous pouvez tous les voir sur notre site web, c'est qui les partenaires privés. Puis, on a une petite équipe d'une 15aine de personnes qui, des fois, prennent des mandats de travail, de consultation avec certaines des entreprises là, qui sont nos partenaires pour les aider dans l'implantation de leur IA. Donc, ça, un peu le volet consultation que des chercheurs peuvent faire aussi parfois. Oui, exactement. Oui. OK. Mais c'est essentiellement, est-ce qu'on pourrait appeler ça un organisme, bon, c'est un organisme à but non lucratif. Comme il y en a dans la majorité des universités, il y a toujours un volet un peu comme celui-là. C'est un laboratoire universitaire. La seule chose, c'est qu'on l'a sorti des universités pour être capable de ramener autour de la table tous les meilleurs chercheurs à Montréal. Okay. C'était ça l'idée. C'était pourquoi on en aurait à Laval, au HEC, à Polytechnique, à UDM, à McGill. On va tous les mettre ensemble, on va créer l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'était aussi dans la volonté, j'imagine, de fédérer un peu la force d'intelligence artificielle pour pouvoir attirer les talents à Montréal, attirer les investissements à Montréal. C'est aussi dans la stratégie gouvernementale. Bien, c'est sûr, oui. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un super grand vecteur de croissance, de développement, d'innovation. Plus on se créait là, une base solide, plus il y avait de chance. Là. Puis, d'ailleurs, voyons, c'est quoi que j'essaie de dire? Je ne le trouverai pas. Montréal International ont sorti une étude dernièrement, là, puis tu sais, les chiffres, c'est à nous étourdir, là, la contribution de l'IA au développement économique de Montréal puis du Québec. Donc, il y a une mission comme ça, puis il y a un bel équilibre entre, tu sais, à Mila, ce qu'on fait, c'est surtout ce qu'on appelle la recherche fondamentale, fait que c'est vraiment la science de l'IA puis de l'apprentissage profond, puis aussi accélérer le transfert de ces connaissances-là vers des solutions appliquées, vers des technologies là, qui existent dans les entreprises. OK, d'accord. Stéphane Hamel qui nous pose plein de questions. Stéphane, je vais couvrir ces questions-là dans pas longtemps, OK? Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Juste calmer un peu notre communauté active sur le chat. Puis, j'étais curieux, j'ai regardé un peu votre site, puis j'ai regardé un peu, je me suis posé la question en regardant votre site, je me suis dit, est-ce que le Mila est une entreprise ou un organisme qui est crédible pour faire un effort dans le domaine de la santé? Puis, je suis arrivé sur 2-3 communiqués de presse, puis puis après ça, j'ai vu dans d'autres sections de publication, le Mila a fait énormément de projets dans le domaine de la santé, notamment un assistant intelligent en radiologie.
Un autre truc pour la détresse respiratoire chez les nourrissons dans les pays en voie de développement. Oui. Donc, je vais te poser la question autrement. Y aurait-tu une place dans notre société, là, mettons là, qu'on t'es pas la présidente du MILA là, pendant 2 minutes, là, puis tu me dis, y a-t-il une place où ça serait encore mieux qu'on fasse cette application-là pour la société? Eh boy. C'est tough. Hein, écoute, je pense que j'ai goût de... C'est comme pas un choix que Mila a fait de façon stratégique. C'est drôle, là, tu disais tantôt aussi pourquoi Mila ferait ça. Ce projet-là, il a commencé un matin quand Yoshua Bengio, un des plus grands chercheurs scientifiques au monde, s'est réveillé dans une réalité complètement transformée, comme nous tous, puis il s'est dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider? Okay. C'est pas mal le pilote de la locomotive IA, finalement, de Montréal, là, lui, on va se le dire. Ben, c'est la sommité mondiale, là, ou en tout cas, on pourrait se dire une des 2, 3, mais tu sais, l'an passé, il a gagné l'équivalent du prix Nobel en sciences informatiques. Il vient d'être invité dans la Société royale à Londres. Je veux dire, des fois, on est très humbles, là, les Québécois, mais tu sais, quand on a un super champion, là, il faut le reconnaître, il faut le célébrer. Là. On en a un par 10 ans, là, des gens comme ça qui pensent. On passe même souvent de humble à chiant. On a peu entre les deux, je trouve. Moi, je suis vraiment fier en passant de Yoshua Bengio. Là, puis je veux dire, le prix Turing, c'est big. Là, c'est comme tu dis, c'est que l'équivalent du prix Nobel en informatique. Je veux dire, on devrait vraiment être fiers. Je pense que des fois, vous avez peut-être tendance à peut-être un peu trop vous asseoir là-dessus, puis prendre pour acquis que les gens vont boire ses paroles parce que je te le dis en toute puis je pense que vous deviez quand même prendre le temps d'expliquer, même si c'est lui, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'apprécier, je pense, sa capacité, son impact dans le secteur, là, tu sais. Fait que je pense que c'est parce que ça touche monsieur tout le monde, là, tu sais, c'est difficile. Surtout, imagine, là, on sort de l'histoire avec Desjardins, là. Tu sais, le Québécois moyen, il est farouché, là, tu sais. J'en doute pas. Puis là, tu as amené la vie privée. Oui. Laisse-moi finir sur le niveau de la... On va avoir une section de vie privée un peu plus loin. On va revenir à la vie privée, je suis sûre. Fait qu'il y a 2 choses. Premièrement, dès le départ, on a eu une conviction forte qui est aujourd'hui confirmée par des études scientifiques, entre autres à Oxford, que 2 choses. 1, une application de traçage digital, ça allait faire une différence monumentale dans la gestion de la pandémie. Monumentale. Puis toutes les études qui sont sorties, qui ont regardé ça, ont dit qu'on s'en sortira pas avec le traçage manuel, puis que les apps de traçage vont aider à sauver des vies, et aussi vont aider à faire en sorte qu'on n'est pas constamment en train de confiner, déconfiner. Ouais. Qui est par ailleurs là, ce qui a en ce moment le plus de chances d'arriver avec la stratégie du robinet. Okay? Parce que justement, on va avoir du data, on va baser sur du data au lieu de le baser sur on feel que le monde sont rendus là un peu, là. Bien, ça va aider beaucoup dans la prise de décision. Fait que, premièrement, on avait une conviction que ça prenait une app de traçage. Deuxièmement, puis là, les études le confirment, on avait la conviction qu'une app de traçage qui utilisait de l'IA, ça serait beaucoup plus précis, beaucoup plus sophistiqué, que ça permettrait de sauver plus de vies. Puis je peux expliquer pourquoi, mais à toute fin pratique, parce que ça considère tous les facteurs. Donc, c'est capable d'avertir les gens d'avance, puis c'est capable d'aider les autorités publiques de la santé à faire des interventions. Donc, la conviction, elle venait de là. Mais je veux dire, c'est pas Yoshua Bengio qui fait ça tout seul dans son bureau, là. On a un collectif d'une 60aine de personnes, des épidémiologues, des médecins, des gens, des spécialistes en éthique, en protection de la vie privée. On a travaillé avec le commissaire à la vie privée du Canada dès le début. On l'a consulté. Donc, je veux pas que vous pensiez que Yoshua il a l'arrogance de penser que lui, il peut faire tout ça, là. La chose qui est arrivée, là, c'est que lui, il a eu une idée, puis il y a plein de gens talentueux qui ont dit « Moi, j'embarque, puis je veux aider ». Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que cette app-là, le traçage manuel, on le sait comment ça marche, là. Je sais pas, tu as peut-être écouté Épidémie à TVA. Moi, je l'ai écouté, puis c'était quand même bon parce que ça fitait vraiment en même temps. Puis on l'a vu comment ça marche, le traçage manuel. Quand tu as un cas, tu t'en vas regarder dans son entourage qui les personnes qui ont vu, tout ça. Mais là, on a 45 000 cas. Fait que c'est juste impossible de faire un traçage manuel à 45 000 personnes. Donc, ça prend quelque chose, ça nous prend un outil qui va nous aider à déterminer. Puis c'est pas rien que ça, c'est que quand tu fais du traçage manuel, puis tu me corrigeras si j'ai mal compris,
as croisé des étrangers que tu connais pas le nom, que tu peux pas nommer, que tu peux pas pointer. Tu sais, il y a une série d'éléments qui font que où tu as la mémoire. La mémoire est pas parfaite. Donc, il y a une série d'éléments que là, c'est là que la technologie d'intelligence artificielle est capable de nous aider à amener un super power qu'on n'aurait pas, autrement dit, avec un traçage manuel. Puis dans un contexte où c'est juste impossible de faire un traçage exhaustif pour 45 000 personnes. C'est exactement ça. Puis il faut que tu rajoutes que la COVID, elle est très sournoise. Puis elle est très sournoise, entre autres, parce que la moitié des cas de transmission se font avant que les gens aient des symptômes. Asymptomatisme, absolument. C'est ça. Ouais. Les processus de traçage manuel traditionnel fonctionnent bien quand je l'attrape, je suis malade. Fait qu'il y a peut-être 24 heures entre le moment où je l'ai attrapé puis le moment où je réalise que je l'ai. Mais ici, tu peux avoir plusieurs jours qui passent pendant lesquels les gens sont contagieux puis ils ne le savent pas. Donc, c'est sûr à 100%, c'est pas débattu que le processus de traçage manuel n'en viendra pas à bout. Ça va prendre des solutions digitales. Il y a différents types de solutions digitales. Puis c'est là que Mila s'est dit, ben l'IA peut faire une différence. Si on n'avait pas une équipe comme on l'a à Mila, si on n'avait pas Yosha Benjo au Canada, si on n'avait pas cette expertise-là, on le ferait pas. On ferait d'autres choses, mais on l'a. Fait que là, on veut l'offrir comme une possibilité, puis ça sera aux gens de décider. Puis, je t'ai posé la question tantôt, Mila, y a-tu un intérêt pécunier ou autre que Mila fasse ça? T'sais, c'est un peu une question, c'est un peu la question que tout le monde se pose dans un sens. Là. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. On est un organisme à but non lucratif, puis le projet va être géré par un autre organisme à but non lucratif. Donc, on va mettre sur pied une autre organisation qu'on a appelée COVID Canada, qui va être complètement détaché de Mila. D'ailleurs, Yoshua et moi, on va retourner à nos jobs à temps plein là, une fois que ce truc-là va être lancé. Yoshua va continuer de travailler, évidemment, la partie intelligence artificielle, mais le but, c'est de créer... nous, on est un peu comme le fédérateur. On veut y donner naissance. C'est vous qui l'avez créé. Là, vous allez créer un spin-off de ça pour gérer cette affaire-là. Puis on veut mettre ça entre les mains de gens qui ont une complémentarité d'expertise, puis de faire ça de façon complètement transparente par et pour la société civile. Fait que c'est un petit peu ça l'idéologie, là. C'est là qu'on s'en va. D'accord. Puis, est-ce que, question vraiment de base, est-ce que vous allez faire, ça va être pas mal comme la majorité des autres travaux que j'ai vus que vous aviez sur votre site, là, ça va-tu être à code source ouvert aussi? Oui. Puis que, OK. Fait que ça veut dire que la communauté, les cyniques, là, au lieu de chialer puis juste de dire on fait rien puis on envoie des fax à la place, ils pourraient vous aider Ils pourraient essayer, tu sais, par exemple, un hacker qui dit ouais, mais c'est bien trop dangereux. Ben, il pourrait venir puis il pourrait dire hey, moi, je veux m'impliquer puis je vais essayer de faire des tests d'intrusion pour m'assurer que la base de données est là puis est performante pour protéger nos données. C'est exactement ça. Tous les codes vont être ouverts, entre autres par pleine transparence, mais aussi pour permettre à la communauté de les améliorer. Puis dans le même ordre d'idée, on a déjà publié là, un livre blanc de 50 pages lundi qui explique quand même avec beaucoup de détails l'approche. Je sais que pour certains, il y a encore des questions, il y a encore de l'appétit à en connaître plus, mais à chaque étape, on va s'ouvrir, on va être transparent, on va être très ouvert à la critique dans l'optique de collectivement faire quelque chose qui est robuste puis qui va aider tout le monde. OK. Il y a beaucoup de questions. Je les lis toutes. Puis, inquiétez-vous pas, je vais en traiter la majorité. C'est juste que je veux comme qu'on fasse on est dans le bon ordre. Mais il y a vraiment des bonnes questions. Bon, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est tough suivre une conversation audio, une autre à côté, puis avoir des notes en plus. Puis j'en ai beaucoup de notes. Bon. Puis toi, Valérie, comment tu te sens là-dedans? Toi, t'étais une fille du cirque, si j'ai bien compris, en ressources humaines, puis là, tu te retrouves là-dedans. Comment tu te sens là-dedans? Parce que c'est un apéro, fait qu'il y a un petit côté un peu... Un petit côté personnel? Oui. D'ailleurs, je m'inquiète toujours. T'as pas de drink, toi, là. Ça m'énerve. Mon chum, il est chez Home Depot. Ah, tabarouette. Il y a un line-up en plus chez Home Depot. Oui, je sais. Faut que j'attende qu'il revienne. Okay, puis j'ai ma fille de 7 ans qui est là, mais on dirait que je suis comme pas rendue là de lui demander d'aller me chercher une bière. Fait que... Je peux comprendre. Ouais, je suis pas rendue là. Écoute, comment je me sens? Moi, je suis économiste de formation. J'ai étudié en économie, puis mon rêve, quand j'étais une jeune étudiante à l'université, c'était de pouvoir contribuer à régler certains des plus grands problèmes dans le monde. À cette époque-là, je pensais que j'irais à l'ONU ou, tu sais, j'avais comme un peu des visions, là, que j'irais travailler pour une grande organisation dont le seul objectif, c'était d'aider l'humanité. J'ai lu beaucoup sur la pauvreté. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Puis toute ma carrière, dans le fond, j'ai travaillé sur des enjeux humains. Je me suis intéressée à la culture dans les organisations, je me suis intéressée au leadership, je me suis intéressée à toutes sortes de choses. Puis oui, en cours de route, j'ai eu la chance d'arriver au Cirque du Soleil.
Puis, à toute fin pratique, d'essayer de créer une organisation qui allait vraiment redéfinir la relation entre un employeur et son employé. Okay. D'ailleurs, on n'utilisait pas le mot ressources humaines, on utilisait le mot talent pour tout le monde, pas juste pour les artistes de scène. Fait que moi, ce qui m'anime, c'est cette possibilité-là de faire vraiment une différence concrète dans la vie des gens, des humains. Je suis profondément en amour avec l'humanité. Des fois, ça me coûte cher parce que je suis un peu naïve. Et c'est ça qui m'a attirée à Mila. Okay. Parce que dans le fond, ça attirer des talents un peu uniques, finalement, au cirque, puis des data scientists, c'est un peu un combat qui peut se ressembler jusqu'à un certain point. Oui, beaucoup. C'est très créatif, le machine learning, plus que ce que les gens réalisent. Puis je me suis sentie très connectée au niveau des valeurs avec Yoshua. Puis j'ai vu que c'était un homme qui allait pouvoir faire beaucoup pour l'humanité. Je vous avoue qu'avant la COVID, on était à plein fond de la caisse sur des projets pour aider avec la crise climatique. Okay. C'était comme ça notre fusée qu'on voulait envoyer dans l'espace. C'était l'IA qui vient aider l'humanité avec un problème qui clairement est trop gros, puis on fait pas la job. Là. Puis là, la COVID est arrivée. Donc, d'un côté, je me sens super reconnaissante d'avoir la chance de contribuer à ça. D'un autre, c'est très taxant pour les individus, là, les humains, les mères de famille, les conjoints qui sont là-dedans. On travaille jour et nuit. C'est pas facile. Aucun doute là-dessus. C'est correct. C'est ça qu'on doit faire. Là. Je m'en plains pas, mais c'est ça. Ben, vous avez décidé de lancer ça. Vous êtes pitché dedans. Puis moi, j'aimerais ça vous remercier d'essayer, en tout cas. Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous allez réussir à aller tirer les nombres d'adoptions que vous voulez et tout ça? Je le sais pas, mais je le souhaite quand même qu'on réessaye vraiment comme société que ça marche. Fait que je retourne plus sur l'application. Tu parlais, il y a une question tantôt justement, quelqu'un nous a demandé, sont-ils utiles ces applications-là? Puis là, je remonte, puis il y a beaucoup de commentaires, fait que je remonte, je sais plus c'est qui a demandé ça. J'aime ça les nommer d'habitude, mais est-ce que simplement ça marche, ces applications-là? Tu me disais que, tu sais, bon, tantôt tu as dit, il y a beaucoup d'études qui disent que ça marche. Je sais qu'il y en a qui disent le contraire aussi. Je sais que tu me parlais tantôt d'une étude de Oxford qui a sorti récemment. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Tu sais, ça marche-tu, ce type d'application-là? Oui. La première chose à dire pour être sûr qu'on parle de la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, puis c'est la même chose qui est arrivée en Alberta, qui ont lancé des apps qui font ce que tu décrivais tantôt, OK? Mais qui le font de façon automatique. Donc, le but de l'app, là, c'est que je me promène, puis mon téléphone collecte les numéros de téléphone de tout le monde avec qui je suis en contact. Puis la journée que je suis COVID positive, je donne ça à quelqu'un. Puis là, ils se mettent au téléphone puis ils appellent tout le monde. OK? Ça, ces apps-là, là, ils n'ont pas marché. Nulle part sur la planète. Okay. OK? Ça ne marche pas pour plein de raisons. Les gens n'aiment pas ça, donner de l'information qui les identifie. Ça ne marche pas. Ça montre une liste de gens. Ça montre carrément une liste de contacts que tu as été proche dans les derniers temps, là. Oui, puis l'idée est noble. L'idée est de faire de façon digitale ce qu'on sait puis qu'on fait depuis des décennies au niveau manuel. Mais les gens, ils n'aiment pas ça, ils n'embarquent pas là-dedans. La première chose que tu fais, c'est que tu rentres ton numéro de téléphone. Ça crée beaucoup de friction. OK. Le meilleur cas d'exemple en ce moment, c'est un petit peu en Australie où il y a presque 50 de la population, quelques semaines après le lancement, qui utilise une application qui fait ce qu'on appelle du traçage direct. Ça, c'est un petit peu ce qu'Apple et Google travaillent aussi. Oui, avec le private machin, là. Oui. En gros, c'est une app qui, au quotidien, sur ton téléphone, elle fait rien. Oui, c'est ça. Non, c'est différent. Ah, c'est différent? OK. Oui, c'est différent. C'est correct, on ne s'embarquera pas là-dedans. Donc, ces applications-là, elles sont binaires, elles sont directes. La seule information qui compte là, dans ce système-là, c'est quand quelqu'un a un test positif. Okay. Tout le reste, les symptômes, l'âge, ça, c'est pas considéré. Donc, concrètement, là, mon app est là, elle me dit rien, jusqu'au jour où là, elle m'alerte, puis elle me dit, tu as été en contact avec quelqu'un de positif, va te faire tester. Okay. Bon, ce qui montre avec ça, c'est que c'est très bon parce que les gens sont avisés beaucoup plus tôt, puis ça règle le problème qu'on parlait tantôt, qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont peut-être été exposés un à l'autre. Fait qu'ils font peut-être attention, le temps de l'asymptomatisme, là, ils font plus attention pendant cette période-là parce qu'ils sont informés. Bien, c'est ça, je reçois mon alerte d'aller me faire tester, je ne suis peut-être pas fiévreuse encore. Fait que tu m'as peut-être sauvé une journée ou deux. Ouais. Le défi de ces apps-là, c'est, bon, premièrement, c'est pas très utile au quotidien. C'est comme 0 ou 1, oui ou non. L'autre, c'est que ça envoie beaucoup de monde dans le système de la santé. Hein? Fait que tout ce monde-là, il n'y a pas de nuance. Je ne peux pas dire, dans ton cas en particulier, étant donné ci, étant donné ça, c'est des décisions qu'on appelle dures. Donc, ça va envoyer beaucoup de monde se faire tester. Dans un pays où il y a beaucoup de tests disponibles, ce n'est pas une mauvaise stratégie. Mais si on n'a pas les tests disponibles, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer des millions de personnes en quarantaine de façon, entre guillemets, inutile. C'est ça qu'on ne sera pas capable de supporter la demande que ça va créer, dans le fond, avec l'app.
Exactement. Puis l'étude d'Oxford, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des simulations de 6 différents types d'apps. Puis c'est exactement ça qu'ils disent. Ils disent la technologie Apple, Google, que tout le monde regarde, c'est très bien, ça aide. Ça ne permettra pas de contenir la pandémie parce que justement, ça ne tient pas compte des symptômes. Fait que tu as un maudit gros bout que tu ne considères pas dans ton système. Ouais. Puis, deuxièmement, ça va malheureusement, par prudence, envoyer des millions de gens en quarantaine sans être capable de les ramener. Avec l'intelligence artificielle, comme on calcule à tous les jours un niveau de risque personnel quotidien, ça se peut qu'un jour, ton niveau de risque augmente, puis je te dis, Jean-François, il faut que tu t'isoles de ta famille ou il faut que tu ailles te faire tester. Mais ça se peut que quelques jours plus tard, le niveau de risque redescende, puis finalement, c'était, entre guillemets, une fausse alerte. Puis là, je peux te dire, c'est sécuritaire, tu peux retourner c'est moins binaire, là. C'est plus, ça se module en fonction du risque réel qui évolue finalement en fonction des nouvelles données qui rentrent constamment, étant donné la capacité justement à traiter des grands volumes de données avec une grande vélocité. Ce que l'étude a dit, là, pour répondre à ta question concrètement, ils ont dit, écoutez, s'il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise une app comme ça, mais comme quand même pas mal, ça agit littéralement comme un vaccin. On pourrait vivre librement, tout le monde, pour les 12 à 18 prochains mois. Mais ça prend quelque chose comme 80% des gens qui ont des téléphones intelligents. Fait que c'est comme vraiment beaucoup, mais c'est quand même assez pété flyé de penser que ça pourrait faire la même. Moi, en tout cas, mes libertés, j'ai vraiment hâte de les retrouver. Je sais pas vous autres. Oui. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que mettons qu'on manque notre coup, puis mettons qu'il y a moins de monde, 20, 25, 30%, choisis ton chiffre, ça va quand même avoir un effet positif qui va se traduire de la façon suivante. Les périodes entre les confinements vont être plus longs. OK. Fait qu'on va être confiné, la courbe va descendre, on va déconfiner, ça va être plus long, on va reconfiner, mais le lag entre les périodes va être plus long. Okay. On va avoir plus de liberté, les commerces vont pouvoir rouvrir, etc. Fait que dans tous les cas, à date, il y a des bénéfices. Même si on n'atteint pas des super seuils de participation. On a comme des paliers de bénéfices, dans le fond, en fonction des pourcentages. Parce que ça, il y a énormément de questions là-dessus. Là. Le premier, c'est Louis-Dominique qui nous demandait justement quelle est la pénétration nécessaire. Là, on a eu des gens qui disent, OK, c'est 20%, c'est 30%, nanana. Puis, je sais que Stéphane, dans son article qu'il a publié tantôt que je te parlais, tu vois, Singapour, ils ont eu environ 40%, l'Islande environ 38%, Oxford parle du fameux 56% que vous utilisez, vous autres, là, si j'ai bien compris. C'est de là qui vient le 56%. Puis, il y a des gens qui disent, ouais, mais en Alberta, eux autres, ils ont eu, je pense... Vraiment pas beaucoup, en bas de 5%. Exact, 4%. Fait que, tu sais, c'est comme, justement, c'est quoi, là, selon toi, les paliers, là? Tu sais, y a-tu un palier où on a un minimum? C'est quoi, mettons, le palier minimum pour avoir un premier bénéfice? 10%. 10%. OK, en bas de 10%. En passant, je ne veux pas débattre les chiffres trop longtemps, mais les sondages montrent en ce moment qu'il y a quelque part comme 75 à 80% des Canadiens qui seraient ouverts à une technologie comme ça. Ça n'enlève rien au débat. Puis en cours de route, il y a des gens peut-être qui vont, pour différentes raisons, pas choisir de le faire, mais je pense pas qu'on devrait s'empêcher d'essayer parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez de monde qui embarque. Puis ça peut nous rassurer. Même avec un faible pourcentage, il y a deux choses. On va avoir des plus longs intervalles de liberté. Puis deuxièmement, puis ça, c'est l'autre avantage de l'intelligence artificielle, ces données-là vont alimenter un système, en fait, un modèle épidémiologique qui va chercher à mieux comprendre la COVID. On va un petit peu comme si on faisait de la recherche clinique, mais dans un environnement virtuel, OK? Donc, ça va être un data feed de recherche continue, dans le fond, qui va alimenter les gens au niveau de la santé publique, dans le fond. Ben oui, puis ça va même être très automatique. Fait que là, aujourd'hui, on pense que c'est 2 mètres la distance, là. Mais 1 million de points de contact dans la base de données en IA, puis je vais peut-être te prouver que c'est 1,75 m, ou sais-tu quoi? Qu'à l'extérieur, ça peut être 1 mètre, mais qu'à l'intérieur, il faudrait, tu sais, la vérité, on ne sait rien de ce virus-là. Il est apparu dans notre vie il y a quelques mois. Il va étude clinique par étude clinique. Les masques, oui, non. La température, oui, non. Je sais pas vous, mais à tous les jours, on dirait qu'on est comme plus sûr qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais parlons-en de ça, parce que là, on va parler, tu sais, un peu capteur et compagnie, là. Je veux dire, là, en ce moment, je sais que là, il y a beaucoup de monde qui nous parle de est-ce que vous allez utiliser justement la technologie qui a été insérée maintenant par défaut dans les Terms and Conditions du iPhone, là, le Exposure Notification Kit et de Google aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a ça. Là, je sais que vous, pour l'instant, si j'ai bien compris, vous allez contourner pour l'instant cette affaire-là parce qu'eux utilisent uniquement le Bluetooth et vous voulez avoir un niveau de précision plus élevé, donc vous voulez utiliser le GPS en plus. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Mais c'est correct. C'est pour ça qu'on est ici, on jase. Fait que, on va utiliser le Bluetooth.
je vais arriver au GPS dans 15 secondes. On va utiliser le Bluetooth pour créer les poignées de main entre les gens, là, les poignées de main visibles entre les gens, là, le contact, si on veut. Mais on a développé notre propre code. En fait, on s'est inspiré du code qui a été utilisé au Royaume-Uni par le NHS, qui est un code. C'est ça, je voulais dire par contourner, dans le fond. Vous n'allez pas utiliser finalement le code de Google et Apple. Non, parce que le code de Google Apple ne permet pas de faire ce que je vous décris. Puis, écoute, eux-mêmes, ils sont en train de le réaliser, là, si je peux me permettre de le dire, parce qu'on est en discussion avancée avec eux. Là. C'est très bon. Là. Je ne veux pas dire que c'est pas bon. Puis, si vous me donnez le choix entre ça et rien, je vais l'apprendre, moi, l'app Apple Google, qui est binaire, qui est direct. Mais ça laisse beaucoup d'informations sur la table. Puis, ça va, en tout cas. Donc, no offense, mais en plus, c'est Google et Facebook. Je veux dire, on s'entend que s'il y a des gens en ce moment qui profitent de la vie privée et des données, c'est bien eux autres. Je veux dire, le Mila a moins à gagner avec des données que Facebook et Google. De toute façon, Facebook et Google, ces données-là, ils les ont déjà s'ils veulent. Tu sais, c'est... Oui, puis je veux juste pour préciser, parce qu'on parle de données, c'est super important pour moi, le système ne demande jamais aux gens de la donnée qui les identifie. Fait que nom, numéro de téléphone, adresse IP. Il n'y a rien de ça. Fait que le système n'a pas besoin de ça pour fonctionner. Il a juste besoin de savoir qu'il y a un homme de 42 ans qui marchait dans la rue, qui a croisé une femme de 47 ans, qui ont passé 10 minutes à moins d'un mètre de... Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est juste... un peu comme les données marketing. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a regardé telle paire de bottes sur le site d'Aldo, mais tu t'en fous de savoir si c'est un homme, c'est une femme, qui a quel âge. Tout ce que tu veux, tout ce que tu connais, c'est son comportement qu'il y a eu. C'est de la donnée comportementale et non pas de la donnée personnelle. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre. Je sais, avec raison. Exact. Fait que je pense qu'il faut vraiment toujours continuer à l'expliquer. Tu sais, même, je me rappelle, tout le monde en parle, tu as très bien dit c'était une donnée confidentielle, puis Guilla, tu as tout de suite demandé après oui, mais ils vont tout savoir, c'est moi. Oui, mais tu as dit le mot confidentiel. Fait que je pense qu'en tant qu'experts, nous autres, c'est notre responsabilité de vraiment y aller un peu plus lentement là-dessus, puis de prendre le temps de répéter, sinon c'est comme si ça rentrait pas. Là. Mais une des choses que Stéphane parlait dans son article aussi que je trouvais intéressant, c'est qu'il dit, mettons, tu t'es retrouvé dans un centre d'achat ou dans une épicerie, puis tu as été proche de quelqu'un, mais qui avait un plexiglas, mettons. Mais tu sais, j'imagine que c'est pas le genre de choses que pour l'instant, ça va comme considérer. Là. En fait, oui. En fait, oui. Donc, dans l'app, au début, on a un petit questionnaire qu'on appelle le questionnaire des habitudes de vie. Qu'on va pouvoir bonifier avec le temps. Pour l'instant, entre autres, on demande aux gens s'ils travaillent derrière un plexiglas pour pouvoir identifier là, que justement, tu es à la caisse de ton IGA, donc il n'y a pas de contact. S'ils travaillent avec des gens COVID positifs, si oui, est-ce qu'ils portent de l'équipement de protection? Donc, on a déjà des questions qu'on va pouvoir bonifier. Tu sais, par exemple, on pourrait éventuellement demander aux gens est-ce que vous sortez dehors toujours avec un masque, puis tenir compte de tout ça ou pas, si on décide que c'est une variable qui est importante. Donc, au fur et à mesure que, comme société, on met en place des pratiques ou des paramètres qui influencent le niveau de risque, on l'intègre. C'est exactement ça l'idée, là. OK, mais c'est quand même complexe dans le sens où, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Nous autres, notre bureau, il est dans un building sur Saint-Denis, OK? Puis, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait un mec au rez-de-chaussée du building. Mais Google pensait qu'à tous les jours, je vais au mec, tu sais. Fait qu'il n'est pas capable de faire la différence entre je suis au 4e ou je suis au rez-de-chaussée au mec. À tous les jours, il me demande comment j'ai trouvé mon expérience au mec. Fait que, tu sais, Google là-dessus sont quand même pas pires, là. Fait que je me dis, faire la différence quand même entre j'ai été, comme dit Stéphane ici, il dit, tu sais, je suis dans un ascenseur avec 5 personnes, avec 2 personnes dans un ascenseur ou 30 minutes dehors avec 10 personnes. Tu sais, il y a quand même des nuances qui c'est difficile pour l'app de figurer. C'est là que l'intelligence artificielle arrive. Parce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire tout ça. Elle va pouvoir considérer tout ça. Je vois la question de Stéphane, là, c'est 5 minutes, 2 personnes. Même on a pensé, si c'est toujours la même personne que je rencontre, c'est pas vrai. Attends une minute, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord que l'intelligence artificielle peut aider à faire bien des affaires. Elle ne peut pas aider à amener des données de contexte qu'elle n'a pas. Tu sais, comment... elle ne peut pas amener... Ton exemple de tantôt, c'est le problème du GPS. Le GPS ne permet pas de... Je ne suis pas une experte de GPS et Bluetooth, là, mais on l'a réfléchi, ce problème-là, de plusieurs personnes dans la bâtisse. C'est pour ça que tu veux une technologie Bluetooth, entre autres, parce qu'elle est moins... elle est plus précise au niveau spatial. Mais Bluetooth, ben oui puis non. Bluetooth, c'est binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Ça ne mesure pas la distance. Ça dit on s'est croisé ou on s'est pas croisé. Le GPS, lui, vient ajouter le layer de distance. Je suis pas mal sûr de ça. Mais tu sais, à l'intérieur, c'est très imparfait. Mais tu sais, comment dire, je m'attends. Moi, dans ma tête, c'est sûr que vous pouvez pas faire ça demain matin. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça peut pas être
je veux dire, il y a des contextes de vie qui sont quand même une certaine complexité, puis ça va prendre du temps avant d'avoir. Ouais. Mais c'est juste pour dire, c'est normal de. Tu sais, il va y avoir des approches, je pense, pour faire évoluer cette affaire-là. Ah puis, oui, oui. Puis je ne veux pas donner l'impression non plus, je m'excuse, je m'écoute parler, je ne veux pas donner l'impression qu'on pense qu'on a toutes les réponses. Mon excitation vient du potentiel de cette technologie-là, puis qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, il y a la possibilité de dire oui, OK, peut-être, on pourrait le faire comme ça, on pourrait l'intégrer. Tu sais. Fait que c'est plus de là que ça vient, mais vous avez raison, il n'y aura jamais une technologie parfaite, puis encore moins une technologie parfaite qu'on doit développer rapidement dans un contexte d'une terrible crise sanitaire. Là. Ben, je pense juste qu'il faut que vous soyez vraiment très transparent sur les limites aussi. Puis c'est là que je pense que le monde va commencer à baisser la garde, tu sais, puis à dire, écoute, c'est vrai que c'est important. En tout cas, moi, là-dessus, tu sais, le côté, je pense, transparence maximale, là. Parce que, tu sais, c'est vrai que c'est difficile comme situation, tu sais. Ouais. Je comprends ce que tu dis, tu sais, le plexiglas, la personne qui travaille à tous les jours devant son plexiglas, elle va dire, je travaille devant un plexiglas. Donc, mais la personne qui passe devant le plexiglas une fois ou deux par semaine quand elle va à l'épicerie, elle, ça va être plus difficile de refléter ce risque-là dans un questionnaire, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais on va le savoir. On va savoir que l'autre, elle a dit qu'elle était oui, c'est ça. On va savoir que cette poignée de main-là était protégée par un plexiglas. C'est vrai. OK. C'est beau. C'est beau. C'est beau. OK, d'accord. Ben écoute, puis l'autre axe que j'aurais aimé qu'on parle un peu, c'est le gouvernement. C'est quoi le support ou l'implication du gouvernement dans ce projet-là? Ou la non-implication ou la non-implication? Non. Ils sont... Écoute, tout le monde... D'abord, je dois dire que... tantôt, je parlais de l'équipe qui travaille jour et nuit. Là, les gens, autant nos élus que nos fonctionnaires, en ce moment, se retrouvent dans une situation là, que je leur envie pas. Là, ils doivent prendre des décisions avec nous, pour nous. C'est toutes des situations, c'est la première fois qu'ils font face à ça. Tu peux comme pas te fier à autre chose. C'est hallucinant. J'ai énormément de respect et de compassion pour tous ces gens-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a juste eu des bonnes discussions avec tout le monde. Et que ça en prend beaucoup. Puis c'est normal. C'est super normal. Je serais très préoccupée comme citoyenne si ça aurait pris une discussion d'une demi-heure pour qu'on dise « OK, go, quand est-ce qu'on peut lancer? » On parle avec les gens au niveau de la vie privée, on parle aux gens au niveau de la cybersécurité, on parle aux gens au niveau de la technologie, on parle au ministère de la Justice, on parle, tu sais, il faut toutes les avoir, ces gens-là. Impliquer ce monde-là, puis ça prend du temps, là, aussi, là. Oui. Puis c'est correct, c'est supposé de prendre du temps. Ils sont-tu... c'est quoi leur rôle là-dedans? Ils sont-tu genre, ils vous donnent-tu des gates à franchir au niveau de la légalité, de la législation, de la certification? Ils vous donnent-tu de l'argent pour que ça aille plus vite? Ils sont-tu en train d'organiser un concours entre différentes personnes pour savoir quelle sera l'app gouvernementale? Tu sais, c'est quoi comment ils se positionnent par rapport à ces développements-là, par rapport à vous, versus tu disais tantôt, il y en a d'autres qui développent un peu en privé. C'est quoi leur rôle dans tout ça? Ils sont-tu en train de... C'est-tu un concours comme les concours d'architecture, tu sais, puis c'est comme le meilleur, maintenant on va le choisir? Comment ça marche? Je ne sais pas si j'utiliserais cette image-là, mais je pense que tous les gouvernements, très tôt dans la pandémie, ont eu dans leur liste de choses à regarder les applications de traçage. Okay? Puis c'est comme ça partout dans le monde. C'est sorti comme une des stratégies, une des top 5 stratégies qu'on pouvait mettre en place, un petit peu, disons, à côté de plus de tests, etc. Bon. Tout le monde a ce dossier-là d'ouvert. Après ça, il faut savoir que Apple et Google, avec grande raison, ont interdit l'introduction dans leurs magasins d'applications liées à la COVID dans le cadre de la pandémie, sans que ça soit endossé soit par un hôpital, une autorité santé, de la santé publique ou un gouvernement. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui s'inventent des apps, qui disent n'importe quoi, puis justement qui collectent de la donnée. Donc, donc, dans tous les cas, si COVID, c'est pas un projet intéressant pour un gouvernement, dans une couple de semaines, on va avoir contribué notre livre blanc, on va avoir contribué notre développement, puis on va fermer boutique, là. Puis on va retourner sur l'environnement ou d'autres choses. On va retourner sur l'environnement, exactement. C'est sûr, donc je dirais, les discussions avec le gouvernement sont tripartites, un peu comme tu l'as dit. Un, est-ce qu'on est confiant que cette technologie-là va faire ce qu'elle va faire puis qu'elle va protéger la vie privée de nos citoyens? Deux, si on décide d'avoir une app de traçage, parce que clairement, tu n'en veux pas 4, est-ce que c'est celle-là qu'on pense qui apporte le plus de valeur ajoutée?
donc celle qu'on veut endosser. Puis, troisièmement, oui, il y a une question de financement, là, même si on est tous des organismes à but non lucratif, là, il y a quand même des coûts fixes là, qui doivent être couverts dans tout ça. Ouais. Donc là, il y a des discussions au niveau du financement, mais c'est pas le financement le grand enjeu. Là. Fait que c'est tous ces volets-là en même temps. Fait qu'il y a comme un genre de concours informel pareil, parce que c'est celui qui va réussir à répondre au plus de leurs problématiques qui va m'en finir par dire. Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, si on revient au taux d'adoption qu'on parlait tantôt, si tu veux dépasser le 10, le 20, le 30, le 40 je pense qu'il va m'en tu n'auras pas le choix. Il va falloir que Justin Trudeau, puis François Legault, puis Doug Ford en parlent, tu sais, régulièrement. Puis j'ai l'impression que là, ça va donner aussi la confiance nécessaire à ce que les gens aient le goût d'embarquer, tu sais. C'est sûr, c'est exactement ça, oui. Puis des fois, je les trouve bizarres parce que le fait de justement de se tenir loin du débat jusqu'à un certain point, il laisse la confiance ne pas s'installer. Puis en faisant ça, ce sont eux le client de l'app ultimement qui vont être capables d'utiliser cette donnée-là pour régler le problème. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un impact négatif sur le taux d'adoption actuellement en tardant peut-être à, je sais pas, c'est-tu moi qui... Ben, moi, peut-être que je suis optimiste, mais je pense que là, c'est une prudence à viser. Puis je pense que quand ils vont être convaincus, ils vont être convaincants. OK. Fait que il s'agit de... Mais là, il semble... Vous avez l'air pas mal de celle que les gens ont dit, OK, ça va être... Tu sais, vous avez l'air de celle qui a pris le lead, là, quand même, je pense. C'est sûr qu'on est la seule app qui intègre de l'algorithme puis des mathématiques avancées, là, de l'IA. Fait que, tu sais, quand je décrivais tantôt la différence entre le direct binaire puis ce que nous, on fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Fait que c'est sûr que dans notre catégorie, on est les seuls, là, fait qu'on est très solide. Ouais. Puis fait que je pense qu'il y a un petit peu de ça dans la réflexion, un versus l'autre. Mais oui, écoute, on a développé une super belle technologie. On a des super belles personnes autour de la table. On a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont capables de capturer la déclaration ou de capturer de documenter des choses, mais vous amenez le layer de traitement de la donnée qui est peut-être supérieur à cause de l'expertise du Mila, dans le fond. Oui, on est aussi les seuls qui avons pensé à l'usager. On a travaillé avec des psychologues parce qu'à quelque part, là, on parle beaucoup de la techno, tout ça, les gouvernements, mais moi, je me réveille tous les matins et je ne sais pas si c'est correct. C'est correct que j'envoie mes enfants à l'école, c'est correct que j'aille faire l'épicerie, c'est correct que j'aille m'asseoir sur le perron chez mes parents pour jaser un petit peu et prendre des nouvelles en 3D. Fait que... Il y a Ilham qui nous dit, admettons que j'ai reçu une notification, j'ai été en contact. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller me faire tester direct? Je commence déjà à flipper, tu vois? C'est un peu cet aspect-là. Oui, puis écoute, c'est valide. Puis l'inverse est aussi vrai. À tous les matins, je ne sais pas si je l'ai, je vis l'anxiété de ne pas savoir ce qui est sécuritaire pour moi et ma famille. Donc, tout ça est très gradué. Dans certains cas, quand on a des taux de risque très faibles, au contraire, l'application va probablement nous recommander à tous les jours des actions, des activités qui sont saines pour nous, qui sont bonnes. Ils vont nous rappeler la distanciation sociale, mais ils vont dire, regarde, c'est correct, les rassemblements de 6 personnes sont permis, c'est peut-être une bonne idée, d'aller voir des gens que tu aimes, etc. Puis oui, ça se peut qu'il va arriver un moment où là, en cours de route, la chaleur va monter. Mais avant d'arriver à te faire tester, probablement que tu vas avoir eu un avertissement qui est et ton niveau de risque augmente. Cette semaine, ça serait peut-être mieux de faire du télétravail si c'est une option pour toi ou de demander à quelqu'un d'autre de faire tes courses. Après ça, ça va augmenter. Puis oui, c'est super désolant, mais peu importe la technologie ou pas qu'on choisit, on va tous avoir une journée probablement dans la prochaine année où quelqu'un va nous dire il faut que tu te fasses tester, puis on va capoter. C'est ça, une pandémie. Fait que nous, on pense qu'on a réfléchi à un outil qu'on pense va créer moins d'anxiété, va donner beaucoup de contrôle aux gens, beaucoup de pouvoir aux gens. Pas juste la journée qui doit se faire tester, mais à tous les autres jours aussi en cours de route pour dire, OK, je me sens confiant, c'est sécuritaire, c'est correct. Il n'y a pas de garantie à 100%, je ne dis pas ça, mais quand même, là. C'est pas une pilule magique, là. C'est un outil comme un autre qui va nous aider à prendre des décisions meilleures puis à peut-être influencer la courbe aussi parce que justement, on l'a fait descendre la courbe. Justement, on l'a fait descendre le risque. C'est tout à propos de la courbe, là. Si on est tous prudents, quand on est supposé d'être prudent, on va être correct, on va pouvoir être libre. J'ai une question qui m'a beaucoup été posée quand je parlais de ça avec des gens autour de moi, puis des experts aussi. Il y en a beaucoup qui disent, est-ce que vous êtes un peu too late avec ça? Ou c'est encore pertinent de lancer ça? Oh my God! Je sais pas. Moi, je trouve que les 2 derniers mois, ils ont passé vite, puis j'ai bien plus peur des 12 mois qui sont en avant de moi. Je pense que, écoute,
Oh, est-ce que ça aurait été bon de le lancer le 4 avril? Oui. Est-ce qu'il y avait une technologie au monde qui était prête? Non. Puis ceux qui se sont dépêchés, ils se sont plantés. OK? Fait que là, l'histoire joue en notre faveur. Là. On a appris beaucoup de ce qui s'est fait ailleurs. On a regardé tous les autres déploiements. Là, je vous l'ai dit, on utilise un code qui a été développé ailleurs, qui a été testé sur le terrain ailleurs. Fait que, OK, oui, ça va avoir pris, écoutez, si on lance en juin, là, ça va avoir pris 3 mois, mais on en a pour un autre 12 à 18. Donc, c'est un outil qui est très important dans le contexte du déconfinement. La vérité, c'est que si on l'avait eu, cette app-là, il y a 2 mois, elle n'aurait rien fait parce qu'on était tous à la maison. Elle aurait dit « reste chez vous ». C'est là que ça devient important. Là. Fait que non, je ne pense pas qu'on est trop tard et je pense que le temps presse. Comme un mélange entre les deux, il ne faudrait pas on attende le mois de septembre. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi, mais je me suis tellement fait poser la question que je voulais la poser, mais je suis 100% d'accord. Je pense que les gens ne réalisent pas non plus qu'on en a pour une couple de mois encore. Ça, je pense que c'est l'autre aspect qui fait que les gens font du déni un petit peu. Là, t'sais. Il y a beaucoup, oui. Fait que, OK. Bon, là, on va parler un peu de vie privée parce que c'est important. Tu sais, je sais que je veux juste vous dire, puis je tiens à le témoigner parce que je travaille en marketing, puis on travaille avec vous, puis j'ai vu des clients qui nous disent des fois, la vie privée est importante pour nous. Il y en a de toutes les sortes, là, puis de tous les degrés. Mais je dois dire que vous autres, vous êtes vraiment à cheval là-dessus. Vous voulez pas. Tu sais, on n'a pas pu installer un framework de tracking dans l'app pour faire quoi que ce soit d'un point de vue marketing. Ça, je peux vous le dire. Là, ça nous donne un paquet de troubles d'ailleurs. Mais je suis 100% d'accord. C'est vraiment important. Je tiens à dire que j'en ai rarement vu qui sont autant rigides là-dessus. Puis je tiens à le dire parce que j'ai été un témoin privilégié. Donc, merci déjà. Je pense aussi que à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Là. Je veux dire, on va rassembler une base de données d'informations. Il y a plus de risques que si on n'en rassemble pas une. Tu sais, je veux dire, oui, agréger cette donnée-là à un endroit, ça comporte des risques. Mais mettre son argent dans une banque, ça comporte des risques. Puis il y a un paquet d'affaires qui comportent des risques dans la vie. Mais si on fait rien, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on finit par envoyer un fax pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Fait qu'on le sait qu'il y a des risques. Là. On le sait, là, mais on veut faire de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les gens confortables avec ces données-là? Je me suis amusé à prendre, en fait, c'est encore l'article de Stéphane qui parlait des grands principes énoncés par le commissaire à la vie privée. Oui. Puis vous les avez pas mal toutes respectés. Puis je ne sais pas si, tu sais, consentement volontaire et valable, si vous l'avez beaucoup parlé de ça. Oui, d'ailleurs, là-dessus, les gens consentent 2 fois, en fait 3. Okay. La première fois quand ils downloadent l'app, puis là, ça active la fonction de traçage. Donc ça, c'est la donnée reste sur mon téléphone. Donc là, t'as le fait de downloader l'app en partant, c'est je fais un geste proactif dans le but de... Puis là, en plus, ça, tu as une autorisation à donner dans ton téléphone. En plus, puis dans la version, je vais dire A, tu autorises seulement pour l'échange d'informations entre les téléphones. Fait que toute ta donnée reste sur ton appareil. C'est 100%. Le traitement se fait localement sur le téléphone. Exactement. Quand on a parlé avec le commissaire à la vie privée du Canada, il nous avait donné la permission d'intégrer permission. Il nous avait donné le conseil que ça rencontrait les principes d'intégrer là-dedans que ça incluait que les bases de données, les informations s'en allaient dans la base de données centrale. On a fait le choix de ne pas faire ça. On a dit non, on va donner le choix aux gens. Option A, je consens seulement à de la donnée sur mon téléphone qui s'échange avec d'autres téléphones. Option Donc, B. Ça veut dire que cet aspect-là, il n'aide pas globalement la communauté, mais il m'aide à moi, mon risque personnel. Exactement. Okay. Fait que si pour toi, ça, c'est l'idée d'une base de données centrale pour toi, là, c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas capable de te réconcilier, on le respecte. C'est correct. Puis on a confiance qu'il y a assez de gens, pour leurs propres raisons, qui vont être à l'aise, qu'eux, ils vont consentir une deuxième fois. Puis dans le deuxième consentement, on leur dit, êtes-vous d'accord de donner vos données à COVID Canada pour permettre l'entraînement de l'outil, pour nous permettre d'être plus raffinés et pour nous permettre de comprendre ce qui se passe avec le virus. Et donc, on a littéralement créé un système qui est soit complètement décentralisé, soit légèrement centralisé. Puis évidemment, là, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais tu as des étapes que tu peux choisir le degré que tu veux. Exactement. Puis on est en train de préparer un écrit là, où on va reprendre là, chacun des principes énoncés par tous les commissaires à la vie privée, parce qu'on pense que c'est important de dire en quoi on trouve que COVID se compare à ces principes-là ou rencontre ces principes-là. Puis on a eu la chance, comme je disais, de travailler avec le commissaire à la vie privée du Canada dans les semaines qui précédaient la publication de ça. Donc, par le temps que c'est sorti, c'était toutes des discussions qu'on avait déjà eues avec lui. Donc, puis, tu sais, pour les gens de tech, là, à chaque fois qu'on avait le choix entre une donnée qui nous aurait aidé puis qu'on trouvait intéressante,
Puis la vie privée, on a fait le choix de la vie privée. Fait qu'on s'est privé de beaucoup de données là, qu'on aurait dit à la tabarouette, ça aurait été bon. On a pris le minimum possible. On détruit la donnée sur les téléphones aux 30 jours, dans le serveur aux 90 jours. Tout ça a une date d'expiration. Quand la pandémie est finie, COVID, c'est fini. Fait qu'on on a vraiment fait des efforts. Puis je sais que ça ne répondra pas à toutes vos préoccupations, mais je me permets quand même de mettre une couple d'éléments. Moi, je le sais parce que, tu sais, en passant, j'ai été, dans le temps que c'était Jennifer Stoddart, la commissaire à la vie privée, j'ai été sur le comité de Internet, puis c'était juste des avocats, donc c'était très difficile de réexpliquer ces choses-là parce que eux autres, c'était très rigide sur la loi, mais ils comprenaient pas. Tu sais, des fois, ils capotaient sur des affaires, mais j'étais comme, oui, mais tu sais, sur Google puis sur Facebook, tu fais déjà ça d'une façon mais beaucoup plus intense, tu sais. Quand je montre souvent à des gens qui sont pas habitués le Google Timeline, tu sais, le fait que depuis 2000, je pense que c'est depuis 2011 ou depuis 2012, tu peux voir pas mal tous tes déplacements que tu as fait, dans tous les lieux que tu es allé, avec quel moyen de transport tu es allé et tout ça. Là, les gens sont comme, ouais, moi, j'ai pas adhéré à ça. Ouais, mais c'est parce que si tu adhères, Google va te donner accès à la donnée, mais si tu n'as pas adhéré, ils l'ont en background. Fait que, tu sais, c'est comme, fait que, en tout cas, juste être sûr qu'on a au moins qu'on compare des pommes avec des pommes, tu sais, puis qu'on a deux. Puis là, si je comprends bien, vous allez aussi. Ben, il y a un volet un peu. Bon, il y a un des critères, c'est être fondé sur la science et utilisé dans un but précis. Je pense que le but précis est là. Oui. Un des volets qui est peut-être un peu plus tête, c'est le côté limité dans le temps. Oui. Dans le sens où vous autres, vous ne pouvez pas prévoir le temps. Là, je sais que Yoshua parlait à Penelope, puis à Penelope McQuaid, là, cette semaine, je l'ai entendu parler de ça. Il parlait du fait que vous allez partir une fiducie. C'est pas une fiducie. C'est pas. Ben, c'est ça. Je sentais que c'était la première fois qu'il en parlait. Est-ce que. Non, mais dans le fond, OK, c'est quoi? Parle-nous en dehors de ça. Parce c'est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme à but non lucratif. Donc, dans la non, mais il disait qu'il allait avoir une fiducie, puis que quand ça allait être fini, il allait avoir une espèce de déclencheur qui faisait que les données étaient automatiquement détruites. Ça, c'est dans vrai. Le fond, puis juste pour être clair, là, une fiducie, c'est quoi? Là? Une fiducie, c'est si tu meurs ou si tu deviens inapte, ben, il y a telle affaire qui se déclenche. Non, mais une fiducie au niveau personnel, il faisait référence au langage de data trust, qui est utilisé beaucoup dans la communauté technologique, qui est une terminologie d'ailleurs qui est controversée pour la raison que tu dis. Les gens disent trust, fiducie, ça n'a pas rapport. C'est pas, premièrement, il n'y a pas de définition. C'est comme une mauvaise traduction un peu, là. C'est une très mauvaise traduction pour Yoshua, il devait être un peu fatigué. C'est un organisme à but non lucratif. Et dans les règles de constitution de cet organisme à but non lucratif-là, ça déclare que tout est détruit automatiquement quand le gouvernement du Canada et les provinces, ensemble, au cas où ils ne seraient comme pas d'accord, je ne sais pas pourquoi, déclarent la fin de la pandémie. Fait que, premièrement, la donnée, on la détruit au fur et à mesure, là, comme je l'ai dit tantôt, aux 30 jours, aux 90 jours, mais ce qui va rester à la fin, on va le détruire, l'app ne servira plus, puis l'organisation va plier bagage. Là. Fait que c'est très temporaire dans le temps comme projet. Là. Donc, c'est dans la constitution même de l'organisme. Oui. C'est comme dans ça, c'est écrit que ça va. OK. Oui. Fait que ça vient un peu gérer le côté limité dans le temps, dans le fond. Quand j'asais avec le gouvernement, puis même entre nous, on a fait référence, comme plusieurs là, des gens qui font des commentaires, à toutes les mesures qui ont été mises en place, soi-disant de façon temporaire pour gérer des crises, mais que 10 ans plus tard, on vit encore avec ça. Un exemple très parlant, c'est toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mis en place dans les aéroports quand il y a eu. Bon, bien là, on doit encore tous passer là, dans la machine qui nous scanne de haut en bas. Là. Fait que pour nous, c'était un principe là, fondamental que ça soit très clair puis que personne puisse override cette décision-là. Quand la pandémie les gens ont peur de ça, là, que ça crée des nouveaux standards de surveillance et compagnie. Puis avec raison, on n'a pas le goût là, de se ramasser dans. Non. Les aéroports, on se les fait avoir une fois, là, c'est comme. Oui. OK, mais je comprends. Puis sinon, la déidentification, donc le fait de dépairer la donnée personnelle avec la donnée comportementale, ça, vous le faites en amont. Donc, c'est-à-dire que la donnée. Il n'y a pas d'information personnelle. C'est encore mieux que ça. Il n'y en a pas d'information personnelle. Il n'y en a juste pas. OK. Il n'y en a juste pas. Fait qu'il n'y en a pas. Puis en plus, on prend des précautions additionnelles. Donc, par exemple, quand on envoie les données qui n'identifient pas l'individu au serveur central avec leur consentement, plutôt que de faire une enveloppe puis d'envoyer ça, on le brise en morceaux, puis on fait prendre des chemins différents pour être sûr que si jamais, il n'y aurait pas l'information totale. On a aussi un des principes de base du design, c'est que si quelqu'un mettait la main sur de la donnée par, je ne sais pas pourquoi, OK, une faille de sécurité, cette donnée-là, elle est inutile. Qui pourrait arriver dans les meilleures familles, comme chez Desjardins, par exemple. Oui, mais la donnée elle-même est inutile. Fait que tu prends cette donnée-là, tu ne peux rien faire avec parce que tu sais que
tu sais que tel ID dont tu ne sais pas c'est qui a côtoyé telle autre personne, mais tu n'as aucune espèce d'idée c'est qui cette personne-là. Je ne saurais jamais que Valérie Pisano, qui habite à quelque part, que je n'aimerais pas. Tu ne pourras pas aller t'ouvrir une carte de crédit avec ça. Là. Non, puis tu ne sauras pas que c'est moi qui est positive. Tu sauras pas. Il y a vraiment eu une très grande sensibilité à ça. La dernière chose qu'on voudrait, c'est créer une technologie qui pourrait être utilisée pour discriminer ou faire mal. D'ailleurs, ça ne peut pas faire de la surveillance. Même le GPS, la façon qu'on l'utilise, ça ne trace pas des trajets. Donc, des fois, Yeshua, il disait, il allait jusqu'à s'imaginer que de force, un gouvernement nouveau, malveillant, là, prendrait les serveurs, puis il serait capable de tout ouvrir ça, puis il dit, je veux rien leur donner. Il allait comme vraiment dans les scénarios les plus noirs. Fait encore une fois, sans vouloir dire que c'est parfait, je veux juste que vous sachiez que c'était quelque chose qui nous tenait profondément à cœur. Puis dans le papier blanc, on l'explique un petit peu plus, évidemment, en détail. Tu sais, c'est clairement, ça sera jamais parfait d'un point de vue. Tu sais, je veux dire, on fait pas une omelette sans casser deux. Vous autres, vous êtes en train de faire une omelette, là. Fait que vous êtes en train d'utiliser de la matière pour, tu sais, vous êtes en train de vous exposer à faire quelque chose. Puis, encore une fois, moi, des gens qui essayent des affaires, je suis toujours pour supporter ça. Mais tu sais, c'est normal que ça soulève des questions d'éthique. Oui. Y a-t-il quelque chose, un tiers parti, un ombudsman, un commissaire à l'éthique, quelqu'un d'un tiers parti qui est là, observateur, qui pourrait être nommé éventuellement? C'est-tu quelque chose qui pourrait justement créer un environnement de confiance? Oui, bien, c'est comme deux choses différentes. T'sais. Je pense que tu veux des gens dans l'organisation, puis tu veux des gens à l'extérieur de l'organisation qui peuvent la critiquer. Donc, dans l'organisation, il va y avoir au moins 2 comités experts. On est encore en train de le réfléchir. Un comité expert qui, entre autres, va avoir des gens avec de l'expertise au niveau légal, au niveau de protection de la vie privée, au niveau de la santé publique, au niveau de la gestion de la donnée. Puis, on va avoir un autre comité que ça, c'est toute, comment je peux dire ça, participation de la société civile. Donc, s'assurer que différents groupes qui ne sont pas tous homogènes, évidemment, là, participent au déploiement, à la création, au développement futur de cette application-là. Puis après ça, on est déjà en train de discuter avec des groupes externes qui ne sont pas dans l'organisation pour leur donner l'information pour qu'ils puissent la critiquer de l'extérieur, l'évaluer, nous faire leurs recommandations. C'est quelque chose qu'on a beaucoup d'appétit à faire, qu'on a commencé à faire puis qu'on va continuer. Là. Donc, il y aura cette espèce de regard externe, non incentivé de la même façon et qui a un intérêt à ce que ça se passe selon des façons de faire qui protègent le citoyen, finalement. Oui, on se rend accessible à toutes ces organisations-là, on répond à leurs questions pour les laisser ensuite, eux, publier leurs travaux. Là. C'est vraiment ça l'idée. Là. Oui. OK. Écoute, Valérie, je t'avais promis que je te garderais 1 heure maximum. Ça fait 57 minutes, donc... J'ai eu ma bière, fait que je vais pouvoir faire... Wow, j'ai eu ma bière. Bon, ben écoute, d'abord, je pense qu'on peut faire un chin au succès de COVID, d'abord. Je ne voudrais pas être plate dans un 5 à 7, fait que je vais au moins... Ben non, c'est ça, là. Je t'avoue que tu l'as ouvert un peu tard, mais c'est pas grave, ça va me faire plaisir. Fait que, écoute, santé. Merci. Puis, santé à COVID, vraiment. Merci. Moi, j'espère que, comme société, on va se donner le droit. On va trouver une façon de se donner le droit d'utiliser des technologies puis de ne pas rester à l'âge de pierre. C'est trop important pour être cynique puis juste empêcher les choses de se faire. Donc, santé. Merci, puis, à la tienne. Donc, voilà. Fait qu'écoute, je te libère. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous. Merci à toi. Merci à Yoshua. Je l'ai vu travailler très fort cette semaine pour s'expliquer. Merci au Mila, puis en tout cas, santé et bonne chance avec tout ça. Merci, merci à tout le monde. Au plaisir de continuer la conversation dans les prochaines semaines. Je vais t'envoyer l'article de Stéphane, il est vraiment très intéressant, je pense. J'aimerais beaucoup ça lire, j'aimerais beaucoup ça lire, oui. Je t'envoie ça tantôt. Parfait. Merci tout le monde, Valérie. bonne soirée. Bye bye.